Ni hao, bonjour, bienvenue à Pékin en Chine, nouvelle escale de ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde, 25 heures de direct, 23 destinations sur 5 continents en partenariat avec les alliances françaises et avec le soutien de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors cette émission inédite, vous pouvez la suivre sur notre antenne, mais aussi sur Facebook et sur nos réseaux, #TDMF, réagissez, on compte sur vous où que vous soyez sur la planète. Ce marathon a commencé il y a 17 heures à Paris et nous voici donc au siège de la télévision centrale de Chine, la CCTV, qui est partenaire de cet événement. Et à mes côtés, Rolin Chen, si on le dit à la française, ou Chen Rolin, si on le dit à la chinoise. Alors nos téléspectateurs vous connaissent puisque vous êtes un kiosqueur historique, un kiosque, notre émission emblématique sur TV5 Monde. Et c'est avec vous que j'ai le plaisir de présenter cette émission, encore une fois, émission inédite, étape à Pékin. Vraiment, encore une fois, ravi d'être avec vous, Rolin. Oui, vous savez, c'est quel plaisir de retrouver TV5 Monde ici à Pékin, dans mon pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer mes anciens amis de TV5 Monde, surtout les kiosqueuses et kiosqueurs. Vous êtes partout dans le monde et vous me manquez beaucoup. Voilà, mais ils nous regardent, j'en suis sûre, Rolin, ils nous regardent et on les salue tous. Et on salue aussi nos invités. Ils sont chinois, francophones, francophiles. Ils nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation. Et on va commencer avec l'éminent Qiang Dong, qui est professeur, traducteur, écrivain, poète, titulaire de la grande médaille de la francophonie décernée par l'Académie française. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà. À mes côtés, c'est Xu Kefei. Vous êtes éditrice, vous dirigez une maison d'édition, Fei, et surtout vous racontez des enfants français, des légendes chinois. Voilà. Et vous avez amené ces livres, voilà, d'ailleurs on a tous amené des livres. Et enfin, Jin Song Cho, traducteur, amoureux des vins français notamment, il les connaît mieux que moi qui suis française. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors on va revenir sur ce lieu qui nous accueille aujourd'hui, la CCTV. Nous sommes au siège de la CCTV à Pékin. Alors c'est vrai que le bâtiment est impressionnant, vous allez le découvrir avec ces images. C'est la création d'un architecte très connu, Rem Koolhaas. Mais les Chinois surnomment ce bâtiment Cha, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, très bien. Et je crois qu'il ne faut pas trop dire ce mot à la télévision, c'est un peu familier, Rolin. Oui, tout à fait. Vous savez, cette construction très connue dans le monde entier, mais dès le début, la polémique faisait rage, parce que tous les Pékinois, apparemment, ne sont pas tombés amoureux de ce bâtiment. Donc, pour ironiser, ils le surnomment le caleçon. Le caleçon. Donc nous sommes dans le caleçon. Voilà, ça commence bien. On va parler de francophonie et de caleçon. Juste pour être un peu plus sérieux, on va revenir sur la CCTV. C'est quand même l'un des plus grands médias mondiaux. Oui, voilà. Je vais vous raconter une petite histoire. Un présentateur très connu de CCTV a dit un jour une phrase. Il dit « Si on mettait un chien sur ma place, un an après, il deviendra le plus célèbre chien de notre pays. » Parce que chaque jour, il y a plus de 600 millions de téléspectateurs regardent CCTV. Et il y a aussi, comment vous dites, cet enfant CGTN qui nous accueille. Là, c'est vraiment l'information, mais en plusieurs langues. Voilà, avec 5 langues étrangères, dont le français, bien sûr. Et on parle dans le monde entier avec le français, l'anglais, l'arabe, le russe et l'espagnol. Alors nous sommes là pour célébrer la francophonie, le français qui s'est installé en Chine. Alors on va pas dire installé, mais quels sont les liens entre la Chine et la France, notamment, pas seulement la France, la langue française. Professeur Dong Qiang, je me tourne vers vous. Ces liens, ils remontent à plusieurs siècles. Oui, je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette grande fête de la francophonie. Vous avez mentionné la médaille de la francophonie décernée par l'Académie française. Je n'ai pas apporté cette médaille, mais j'ai quand même porté mon insigne de chevalier de Légion d'honneur. Je crois que je suis le seul Chinois à avoir cet honneur à titre de francophone. Donc vraiment, je suis heureux d'être ici, d'être sur ce plateau. Et je pense que la francophonie en Chine, pour l'enseignement, pour la vraie entrée en Chine, ça remonte à 1863. La date très précise où l'empereur de Chine, à l'époque, a eu la conscience de l'importance du monde extérieur et il a fait installer
une institution pour former des gens justement spécialisés pour les langues. Et le français a été parmi les premières langues les plus importantes. Et vous savez, en France, il y a le Collège de France qui est très fier d'avoir, disons, une chaire de sinologie qui a plus de 200 ans. Mais nous, plus de 150 ans, c'est pas mal non plus. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Jin Song, je me tourne vers vous, parce que c'est vrai que vous vouliez rappeler l'importance des jésuites aussi, notamment des jésuites français, qui sont venus en Chine pour évangéliser, mais pas seulement. Pas seulement, parce qu'en fait, on retrouve la trace des jésuites français en Chine à partir de 1650. À partir du moment où on a créé les missions étrangères à Paris. Donc on a envoyé les jésuites déjà pour revenir en Chine, mais plus précisément, on retrouve la trace des jésuites non seulement dans les échanges culturels chinois. Par exemple, je vais montrer ce livre qui est rédigé par un jésuite qui s'appelle Alfred Liétard. Donc non seulement il a créé andologie chinoise sur les minorités ethniques dans le Yunnan, mais ensuite c'est aussi lui qui a importé ou planté les premiers cafés dans la région. Donc si on boit du café maintenant, c'est grâce à lui. Mais on rappelle qu'il est un peu plus de 6 heures du matin à Paris, où c'est l'heure du petit café. Alors le petit café a été introduit par Alfred Liétard, jésuite, donc dans la province du Yunnan. Mais il n'a pas vraiment gagné. C'est constaté, en fait, c'est vers 1904. Il a rapporté une plante de café depuis le Vietnam de l'époque. Il a planté dans un village ethnique dans le Yunnan, dans un coin perdu. Donc on retrouve encore à peu près une centaine de plantes anciennes qui ont plus de 100 ans. Donc c'est grâce à lui. Grâce à Alfred Liétard. Alors, autre personnage la plus connue, quand on pense à la France et la Chine, on pense évidemment à De Gaulle, le général De Gaulle qui a été le premier à reconnaître la nouvelle Chine. Hein, c'était par un simple communiqué, mais qui a fait grand bruit. C'était le 27 janvier 1964. Alors là, stupéfaction dans le monde entier, notamment les États-Unis ne sont pas vraiment très ravis de cette nouvelle, et c'est peu de le dire. Alors, les contacts se multiplient, et De Gaulle envoie André Malraux, son ministre, à Pékin, visite qui fait les gros titres à l'époque en France. On regarde, on se replonge dans l'histoire. Reçu personnellement par Mao Tse-tung, M. André Malraux a eu ensuite de longs entretiens avec les dirigeants communistes chinois. Officiellement, M. Malraux était en voyage privé, mais on a confirmé depuis qu'il était porteur d'un message du général de Gaulle au président Mao Tse-tung, qui a fait avec le ministre français le point de la situation internationale. On reconnaît ce petit ton un peu solennel de l'époque. Alors, Roline voulait rappeler qu'on peut relire les André Malraux. Voilà, c'est André Malraux. C'est un petit document que je voudrais vous montrer, très précieux, publié par le Quai d'Orsay à l'occasion de 20 ans de la mort de Malraux en 1996. Dans ce document, Malraux a écrit une phrase qui était confidentielle à l'époque. Maintenant, il est très connu. Il a dit « Les Chinois sont des Français de l'Asie ». Ah, alors, petite réaction, Guéfeil, on ne vous a pas entendu. Est-ce que les Chinois sont les Français de l'Asie? Est-ce que vous êtes d'accord avec André Malraux? En fait, moi, je sens juste que je suis amoureuse de la langue et j'adore apprendre cette langue. Et je n'ai pas autant d'historique et logique à présenter. Plutôt, je me souviens la première fois que j'ai appris le premier mot français, je trouve que c'est une langue chantante. J'ai envie de chanter quand je parle français. C'est génial. Et on va chanter dans cette émission, en français notamment, mais ça sera un petit peu plus tard. Et même, ça aura l'accent québécois. Donc voilà, d'autres surprises vous attendent pour cette escale pékinoise du Tour du monde de la francophonie. Une petite réaction dans le Chiang. C'est sûr que les Français et les Chinois ont beaucoup de similitudes. Et puis, je crois que même tout à l'heure, on peut le montrer, c'est-à-dire cet amour pour la cuisine, pour le vin, et surtout cet amour pour la poésie, cet amour aussi, je dirais, vous l'avez évoqué, donc Malraux, une conscience, si j'ose dire aussi, de destin de l'humanité, parce que Malraux a écrit La condition humaine. Et c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la langue française, la francophonie, est justement, si elle est devenue importante, parce qu'elle a un souci humanitaire. Parce qu'elle ne se limite pas sur le territoire français. Ça, c'est la grande valeur. C'est ça, le beaucoup plus humaniste et surtout que, justement, a toujours ce souci de l'humanité. Et les Chinois aussi doivent toujours penser, évidemment, avec l'idée du monde, avec l'idée de l'humanité. Et là-dessus, on a beaucoup de choses en commun. Beaucoup de points en commun, vous êtes d'accord, Jin Song? Je suis entièrement d'accord avec ça, mais personnellement, comme je suis un Chinois lambda, mais francophone et francophile, donc ça m'arrive très souvent de mélanger les expressions chinois ou en français. Donc, dans mon travail de tous les jours comme interprète ou comme traducteur, donc je mélange en fait les expressions. Ça m'arrive de parler, par exemple, les expressions françaises,
mais traduit en chinois, mais dans l'autre sens, c'est possible. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a effectivement une affinité dans les expressions du langage. Voilà. L'expression du langage. Alors le langage, justement, comment vous avez découvert le français? Alors Roline, vous m'avez confié que c'est grâce à Pif le chien. Mais, voilà. comment se fait-ce? C'est mon père qui m'envoie, lorsque j'étais petit, pour aller à la poste chercher l'Humanité, qu'il est abonné. Alors, comme récompense, il me raconte l'histoire Pif le chien. Donc, Pif le chien, c'est l'ami de mon enfance. Voilà, parce que votre père était un grand traducteur de français. Il traduit pratiquement tous les grands auteurs classiques jusqu'à le nouveau roman. Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet. Voilà, vous voyez, toute ma famille, c'est un peu francophone. Même ma femme qui a traduit Le Rouge et le Noir de Stendhal. Très grand classique français. Et alors, vous n'êtes pas devenu traducteur, mais vous êtes devenu journaliste. Et vous écrivez aussi avec notamment « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». Vous avez tenu à le rappeler. Oui. Moi, je suis, comment dirais-je, j'aime trop voyager, j'aime trop rencontrer les gens, j'aime trop regarder la société réelle, connaître le monde. Donc, j'ai choisi le journalisme. J'écris ce livre pour que les Français puissent nous comprendre mieux. Alors Gay Fay, vous aussi, on va parler de livres avec vous parce que vous êtes éditrice. Alors vous avez une histoire assez incroyable, un peu comme tout le monde sur ce plateau, mais vous êtes allée en France, vous avez monté les éditions Fay, c'est votre prénom, et vous nous faites découvrir par exemple le juge Bao. Alors expliquez-nous un peu la démarche de vos éditions. En fait, au début, quand je suis arrivée à Paris, je voulais voir les bandes dessinées traditionnelles chinoises. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand j'étais petite, je connaissais très bien Tintin. Donc je me suis dit, il faut que je fasse les bandes dessinées franco-chinoises. Donc j'ai créé l'édition Fay en 2009 avec mes amis. Là, c'était le premier succès qui s'appelle le Juge Bao, qui est le polar médiéval chinois qui cartonne en France. Donc c'est écrit par des Français sur la Chine, un personnage historique, mais dessiné, illustré par un grand artiste chinois qui s'appelle Nie Chongrui. Oui, parce que le principe, c'est... non? Avant, en France, c'est connu le Jugetti, l'histoire de Jugetti. Voilà, très connu, très populaire. Alors, il y a aussi le juge Bao. Moi, j'avoue que je suis assez fan du juge Bao. Et il y a aussi Yaya. Yaya, c'est la balade. C'est une petite fille chinoise qui balade à les années 30 à Shanghai. De Shanghai jusqu'à Hong Kong, c'est une aventure incroyable. Elle est nommée 10 prix, elle en a porté 8. Donc, c'est super aimé par les enfants français. Voilà, donc ça, c'est vrai que la littérature permet aussi de découvrir soit la Chine, soit la France, soit la Belgique. Hein. Vous évoquiez Tintin, qui est célèbre dans le monde entier. Tintin maintenant a un ami, Yaya. Voilà, Tintin et Yaya. Est un ami de Yaya, oui, ça marche. On pourrait faire une espèce d'osmose. Alors, on va revenir sur une émission qui est organisée ici par la CGTN, qui qui veut découvrir les as du français. Alors, qui sont les as du français? Eh bien, ça aurait pu être vous, Gay Fay. Ça a failli être vous, Jin Song, parce qu'en fait, ce sont de jeunes Chinois qui partent dans les pays francophones, la France, Montréal au Canada, ou encore Bruxelles en Belgique, Genève en Suisse, et ils apprennent le français. Et donc, c'est un jeu concours qui est organisé par la CGTN. Alors là, on voit l'édition précédente, hein, c'était en 2015, et donc ils ont une série de concours pour démontrer que eux, ils aiment le français et pourquoi ils ont appris le français. La 3e édition se prépare, elle aura lieu sur ce plateau-ci. C'est Botao qui la produira. J'en parle parce que c'est lui qui produit cette émission du Tour du monde de la francophonie. Et c'est la charmante Jutine qui la présentera. Tout de suite, un petit aperçu des as du français. L'équipe de CGTN français est à Montréal. Moi, je n'aime pas ce qui vient. Voilà, la date approche, hein, ça sera le 26 septembre. Alors, vous avez été dans le jury, professeur Don Chiang. Deux fois de suite. Et on a été à Paris, d'ailleurs, pour sélectionner la partie française. Là. Vous vous souvenez, c'était TV5. C'est comme ça, voilà, je reconnais, c'est comme ça que je connais Don Chiang et Jin Song aussi. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça montre la vivacité et disons, la passion des jeunes Chinois pour le français. Vous savez, quand je suis rentré après mes études en France, à l'époque, il y avait à peu près 100 000
Chinois qui apprenaient en même temps le français dans une même année, 100 000. Et aujourd'hui, ce chiffre a augmenté, donc après une douzaine d'années, à au moins 100 000. À 100 000. Tout à l'heure, j'ai dit 10 000. 10 000. Voilà. Au début, c'était 10 000 seulement. Maintenant, c'est 100 000. Donc, en une dizaine d'années, ça a augmenté de 10 fois. Mais je parle des gens qui se sont inscrits vraiment dans une institution professionnelle, que ce soit chinoise ou française, comme Alliance française. C'est-à-dire des gens qui régulièrement vont à des cours, sans parler des gens francophiles, sans parler des gens qui utilisent le français comme métier ou qui vont en France, évidemment, tout simplement pour découvrir la culture française. Voilà, donc ça montre qu'il y a un développement de la francophonie en Chine. Évidemment, par rapport à la population, le chiffre absolu, c'est encore peu, mais ça prouve qu'il y a de plus en plus une influence de la France qui est toujours existante, parce que la France a un soft power très fort, très puissant. Alors soft power, attention, vous allez devoir... voilà, vous allez être puni, vous savez qu'on n'a pas le droit, nous sommes sur la chaîne de la francophonie. Un pouvoir en douceur, un pouvoir en douceur, et qui est très important. Donc il y a des francophones, des francophiles, et une grande présence, je dirais, de la culture française grâce à des traducteurs, grâce à des gens comme le père de M. Jen, et comme moi, comme M. Joe, etc., parce que nous traduisons les livres français, et les gens, même quand ils ne sont pas francophones, ils lisent des livres français, ils découvrent la France. Ça, c'est très important. Voilà, c'est la culture française. Vous disiez que vous étiez amoureuse, c'est ça, Guéfei, du français? C'était ça, de la langue française? En fait, je vois vraiment dans l'édition et dans la culture qu'on travaille, il y a une complicité incroyable entre la France et la Chine. C'est le seul deux peuples que je connais qui peut parler de nourriture en mangeant pendant 6 heures. C'est les gens qui sont compliqués comme nous. Et on adore les gens qui sont compliqués comme nous. Il y a avec une longue histoire. Donc je suis d'accord avec M. Dong quand il raconte cette complicité dans la culture et l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a un amour de la bonne chair, hein, vous l'avez dit, Guéfei, de la gastronomie. Il y a une gastronomie chinoise impressionnante, aussi impressionnante que la française. Jin Song, vous êtes un peu un spécialiste. Alors, est-ce que les restaurants chinois sont célébrés par la France, par les pays francophones ou pas? Bien sûr. Pour l'instant, je peux déjà vous annoncer qu'il y a la 3e édition du guide Michelin qui vient être renouvelée il y a 2 jours. Donc, on a listé 30 restaurants chinois, enfin, en tout cas basés en Chine, à Shanghai. Donc sur les 30 restaurants, il doit y avoir plus de vingtaine qui sont la cuisine chinoise. Donc on peut trouver une excellence aussi dans la cuisine chinoise. Et alors donc on va bientôt parler, vous l'avez bien compris, hein, gastronomie française. Donc nous allons parler de fromage, de vin, puisque évidemment quand on parle de la France notamment, on a envie de parler de ces sujets-là. Le fromage qui n'est pas vraiment culturel en Chine, hein. C'est très... Pas du tout. Mais il y a une sorte de fromage de soja qui, en fait, dans le même principe, mais basé sur des légumes. D'accord, donc oui, très différent du fromage. Je dirais même pour un Chinois, pour la première fois, le fromage est repoussant, hein, quand on n'est pas habitué. Mais après, quand on aime vraiment. Ouais, il faut une habitude, il faut s'habituer, il faut découvrir. Je me souviens vraiment la première fois quand j'étais en France, on m'a fait découvrir le fromage, moi, j'ai pas pu avaler quand je sentais l'odeur. En fait, une précision sur le fromage. En fait, en Chine, comme on a quand même plus de 50 minorités ethniques, donc en fait, dans certaines minorités, ils ont une habitude de manger les produits laitiers. Par exemple, dans le Yunnan, ils font des fromages goûté aussi, plus ou moins à cuire, mais pas à manger cru. C'est De Gaulle qui disait la célèbre phrase dans un pays où il y a plus de 300 sortes de fromage. À l'époque, c'est 300. Comment vous voulez gouverner un pays? Aujourd'hui, c'est 1 millier de sortes de fromage. Ça aussi, mais surtout que, en fait, le concept... Alors, c'est compliqué en ce moment pour le fromage français. Certains fromages français, comme le camembert, comme le bleu, pour l'instant, là, ils sont un peu dans le collimateur des autorités chinoises. Mais heureusement, il y a une solution parce qu'il y a des Chinois qui ont décidé de faire du fromage français à Pékin. C'est un peu une star à Pékin. Il s'appelle Liu Yang, puisque c'est le fromager de Pékin, c'est son nom, il a choisi ce nom-là. Il a découvert le fromage en Corse, et oui, en Corse, donc une petite île, voilà, une petite île française, on peut dire ça comme ça. Et donc je vous propose de découvrir Liu Yang et ses fromages. Quand j'étais à Corse, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Mon voisin était un berger. Quand il me fait goûter ces fromages de brebis, j'ai tombé dans l'amour de ce fromage. Et l'année 2007,
Je rentre en Chine avec un petit diplôme de fabrication de fromage de Corse. Ça peut être un métier, parce qu'en Chine, il n'y a pas encore un vrai fromage artisanal. Mes parents, au début, ils m'ont dit que c'est pas possible. Personne ne mange du fromage en Chine, il n'y a pas encore un marché. Si tu fais fromage, tu vas être faillite très vite. Mais moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui commence. Voilà, c'est la surprise du chef puisque Liu Yang est avec nous. Il nous a apporté des fromages pour nous faire découvrir donc cette variété de fromages pékinois et français. Voilà, on peut l'applaudir parce que voilà, merci beaucoup Liu Yang. Vous êtes sur TV5 Monde, c'est le tour du monde de la francophonie. Nous faisons étape en Chine, à Pékin, voilà, et nous parlons de fromage français, mais pas que français puisqu'ils sont pékinois. Bonjour. Bonjour Estelle. Merci Liu Yang d'être avec nous. Ouais. Alors voilà, faites-nous découvrir. C'est vrai, ils font très français vos fromages et même, alors vous ne sentez pas, mais je peux vous garantir que j'ai l'impression d'être à Paris, en France. Donc décrivez-nous un petit peu ces fromages. Voilà, c'est un plateau de 6 sortes de fromage, tout est fait à Pékin. Vous avez bleu de Pékin, le tendre agneau, crottin, et tomates au ferment rouge, bûchette et rouge de Pékin. Le rouge de Pékin qui souffre là en ce moment. Ah oui, c'est le plus fort. Et qui n'est pas rouge, contrairement à son nom. Alors, est-ce que les Chinois aiment, parce qu'on vient de le dire un petit peu, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être pour le goût chinois. Voilà, au début, 8 ans avant, j'ai presque pas de clients chinois. Tous mes clients sont français. Mais 8 ans après, aujourd'hui, j'ai plus de clients chinois que les Français. Voilà, bravo. Alors, on peut applaudir. Et alors, l'exportation chinoise se porte très très bien aussi. Alors, j'ai juste un petit... alors, il manque du pain. Où est la baguette? Parce qu'on fait aussi de la baguette à Pékin et en Chine. Et le vin aussi. Mais alors justement, on va parler de vin. On les goûtera tout à l'heure, Liu Yang. Merci. Vous nous les laissez. Bon, on va peut-être vous allez peut-être les récupérer parce que je sens que Jin Song sinon va plus du tout discuter avec nous. Donc on va encore les montrer. On va demander à Botao Ifan, notre réalisateur, de montrer ce magnifique plateau de fromage. On va les garder avec nous. Moi, j'ai hâte de les goûter parce qu'il est un peu plus de 12h30 ici à Pékin. Donc voilà, l'appétit vient. Merci, on vous applaudit. Merci Liu Yang. Ça fait vraiment bien. Les enfants, je crois, aiment déjà brie, camembert, commencent aussi à Roquefort. Petit à petit, je crois, le fromage aura des succès en Chine. Voilà, le pouvoir en douceur, hein, c'est ça. On va pouvoir séduire les Chinois. Les francophones vont pouvoir séduire... Imaginez 1,3 milliard de consommateurs. Mais je pense que le pays francophone serait ravi parce qu'il y a aussi de très bons fromages, rappelons-le, en Suisse, en Belgique. Bon, au Canada, je ne sais pas, il faudrait que je Il y a demande... une production locale aussi. Voilà, donc des fromages francophones, ça existe et c'est tant mieux. Donc je rappelle qu'on est en plein tour du monde de la francophonie. Nous faisons escale à Pékin. Donc vous pouvez réagir sur Facebook ou sur le compte Twitter, #TDMF. Donc réagissez, le fromage français et pékinois, n'hésitez pas. Je suis sûre que ça vous inspire quelque chose. Et maintenant, c'est un peu votre moment. C'est votre moment, Jin Song, parce que on va parler de vin français, puisque l'importation de vin français a vraiment augmenté. D'ailleurs, il y a eu quelques chiffres qui sont sortis. D'ici 2020, la Chine deviendrait 5e pays consommateur de vin et 4e importateur mondial en valeur. Donc, c'est amené à représenter presque plus de 72% de la croissance du marché d'importation en volume, ce qui est énorme. Donc, vraiment un marché colossal. Alors, comment se porte ce marché du vin, Jin Song? C'est un marché qui se porte plutôt très très bien parce qu'en fait, on a oublié de signaler aussi la Chine est devenue l'un des gros producteurs du vin dans le monde. Bien sûr. Parce qu'en fait, là, on va reciter, dans un cadre de francophonie, on va reciter encore les jésuites, parce que c'est vers 1890, le père Bonceau et le père Bonnefoy ont laissé planter les premiers cépages. En fait, c'était une cousine de Caménère,
dans le Yunnan. Donc on retrouve les traces comme ça dans le Yunnan. Il se passe beaucoup de choses dans le Yunnan. Ah oui, il se passe énormément de choses parce que c'est juste au-delà de l'Indochine, entre guillemets. Donc ce qui fait que les Français étaient très proches de cette région-là. Ensuite, dans les échanges pour la Chine moderne, en ce qui concerne le vin, j'ai été personnellement témoin d'un passage de témoin entre un vigneron français et ses apprentis chinois qui sont devenus en fait maintenant les maîtres de chai ou les œnologues dans les grands crus chinois. Et le troisième chose qu'on va citer en termes de production, c'est un cépage qui s'appelle Marcelin, qui a été créé par l'INRA en France et qui a un très grand succès en Chine. Donc ça va venir peut-être un jour ou l'autre. Le cépage phare de la Chine. Donc ça, c'est aussi grâce à la France. Et puis en termes de consommation, effectivement, il y a beaucoup de gens qui consomment les vins français parce que on retrouve avec beaucoup de plaisir un vin de Bordeaux, par exemple, avec son élégance, son arôme. Voilà. D'accord. Oui, alors ça reste... Le vin de Bordeaux, justement, pour l'importer, le transport est très long, très important. Oui, effectivement. Il me semble qu'il y a un projet chinois de la mondialisation. Vous savez, hein, la nouvelle route de la soie en Chine, on l'appelle une ceinture et une route. Il y a un train qui part de Lyon jusqu'à la ville la plus francophone d'ailleurs, Wuhan. Et est-ce que ça vous en dit quelque chose? Et ça vous facilite le transport de vin? Parce qu'en fait, en termes de transport, pour l'instant, il n'y a que deux solutions. Soit c'est maritime, ça prend grosso modo entre 40 et 45 jours ou 50 jours, tout dépend. En fonction de l'hiver ou l'été, donc vous pouvez imaginer les conditions de stockage pendant le transport. Soit la deuxième solution, c'est par l'avion, et ça coûte extrêmement cher. Et donc la solution de train à partir de Wuhan pour arriver à Lyon, ça prend en moyenne 15 jours, pas plus. Donc c'est une très bonne solution, à la fois économique et aussi économique dans le temps. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour ce transport par le train, par la route sur le continent Eurasie. C'est parfait parce que je vais à Lyon demain, après-demain. Mais en fait, train pour le vin, je vais prendre ce train alors. En fait, pour le vin, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'en fait, les Chinois découvrent le vin et je crois que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de vrais consommateurs, de grands consommateurs de très bons vins, de vins très chers, les meilleurs marques. Et ça, c'est vraiment une nouveauté à la fois pour le marché du vin et aussi pour la Chine. Et ça, c'est très normal parce qu'il y a une blague, j'ai lu ça hier, les Allemands ne boivent pas beaucoup le vin français parce que d'abord, c'est cher, en plus, deuxièmement, ils ne comprennent pas l'étiquette. Et le Chinois, il répond, pour ces deux raisons, on est consommateur. Voilà, à consommer avec modération, on le rappelle toujours. Mais l'anecdote est plutôt savoureuse, en tout cas goûteuse, on pourrait dire, pour le vin. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'être venus participer à cette escale pékinoise du Tour du monde de la francophonie. Encore une fois, merci de votre francophilie, on pourrait dire. Vraiment, encore une fois, je vais arrêter les remerciements, mais vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Dans quelques instants, nous allons avoir 4 autres invités. Alors, eux ne sont pas chinois, ils sont francophones, mais ils ont décidé de s'installer ici, à Pékin. Certains, d'ailleurs les 4, parlent extrêmement bien chinois. Ils vont nous expliquer pourquoi ce choix, puisque la Chine est devenue un nouvel Eldorado. Un exemple parmi d'autres, les footballeurs étrangers, par exemple, il y en a énormément. En 2016, les clubs chinois ont dépensé, tenez-vous bien, 331 millions d'euros lors du marché hivernal des transferts. C'est un record absolu en Chine. Et parmi ces joueurs stars, il y a l'Ivoirien Gervinho. Il évolue au eBay, China Fortune, pour 18 millions d'euros par an, donc ce qui est plutôt pas mal. Et il s'est confié à la CGTN. Donc on regarde ce sujet. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour ce tour du monde de la francophonie. Merci Estelle. C'était un grand plaisir. En 2008, l'attaquant international ivoirien Gervinho est capitaine de la sélection de son pays, qui participe aux Jeux Olympiques se déroulant à Beijing pour la première fois de son histoire. 8 ans plus tard, le jeune prodige n'aurait jamais imaginé signer pour un club chinois, le Hebei China Fortune. Puis ça, la Chine fait partie de mon plan de carrière, donc c'est le destin qui m'a envoyé ici. Personnellement, c'est une nouvelle vie pour moi. Le parcours de Gervinho débute en 1998, dans la prestigieuse académie Lassec Mimouza d'Abidjan. Dans un club qui a vu éclore des joueurs comme Yaya Touré, Gervinho progresse et ne tarde pas à attiser la convoitise de grands clubs européens. Son expérience accumulée et son talent en font désormais un buteur d'exception pour le club de la ville touristique chinoise de Jihuangdao. Comme je le dis souvent, le championnat chinois n'est pas facile.
Les gens pensent qu'il est facile. Pour moi, rien n'est facile dans la vie. J'essaie plus de me concentrer à mon club, de donner la confiance à toute l'équipe, aux dirigeants qui ont pensé en moi, qui sont allés me chercher pour me faire intégrer dans leur nouveau projet. Nous sommes très bien en ce moment, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Pour élever un niveau d'un championnat, je pense que le quota de 5 étrangers, pour moi, est trop juste. Sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping, le pays met tout en œuvre pour devenir une grande nation du football. Gervinho est l'un des symboles de ce changement. Mettant en perspective le développement commun de la Chine et de l'Afrique au niveau du football, Gervinho nous rappelle cependant que le contexte africain n'est pas si simple. Les infrastructures, les terrains, les clubs financièrement qui sont en difficulté, si on a ça déjà en Afrique, je pense qu'on serait au top. En vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2021, un stade olympique, financé entièrement par la Chine, sera construit à Abidjan, la capitale ivoirienne, à partir de cette année. Un bel exemple de l'amitié sino-ivoirienne. Quand tu es en Europe, tu as une autre mentalité, une autre façon de voir la Chine. Mais quand je suis arrivé ici, c'était différent. Pour un joueur africain, s'il a la chance de venir en Chine, parce que c'est une bonne opportunité. J'espère que dans l'avenir, quand le football chinois sera plus dans le top mondial, et j'espère pour ce pays, ça pourrait être un bon tremplin ou bien une bonne destination pour l'Afrique. J'ai acheté un club de football il n'y a pas longtemps, un club amateur, mais le but c'est de faire grandir le club petit à petit. Il faut préparer un peu certaines choses dans l'avenir. Avant d'arrêter ma carrière, c'est donner la chance à certains jeunes en Afrique pour pouvoir évoluer, être dans de bonnes conditions aussi. Je ne peux pas deviner combien de temps il me reste. La carrière d'un footballeur peut être longue, comme peut être courte aussi. La seule personne qui a la date en tête, c'est le bon Dieu. Ils ne sont pas footballeurs comme Gervinho, mais eux aussi, ils ont décidé de s'installer en Chine, de se lancer dans cette aventure chinoise. Nous voici donc à Pékin avec Marie-Claude Lebel, Pierre Blanc, Francis Tchégué, Liam Betts, tous francophones. C'est un petit panel que nous avons, puisque nous avons Québec, France, Cameroun, Suisse, Chine et France. Bon, on est un petit peu à la Pierre, on va vous présenter dans quelques minutes. Mais encore, merci à vous d'être là pour le tour du monde de la francophonie qui s'arrête donc à Pékin. Je rappelle, 25 heures de direct, 23 destinations sur les 5 continents, 10 satellites. Voilà, là nous faisons une petite pause à Pékin, mais après nous irons partout ailleurs. Vous pouvez nous voir sur TV5 Monde, mais aussi sur Facebook et réagissez. On vous attend sur Twitter avec #TDMF. Alors nous sommes à Pékin. À la CCTV. Et Roline, nous allons faire les présentations. Voilà. Cher Francis Tchégué, vous êtes Camerounais, mais vous êtes devenu notre collègue. Là. Vous êtes devenu très connu à la télévision, CCTV. Avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir. Voilà. Et à mon côté, c'est Liam Betts. Vous aviez décroché le meilleur job du monde en Chine. Et surtout, vous avez créé un empire, un petit empire, dans l'empire de milieu. Ouais, assez petit quand même pour l'instant. Donc à mes côtés, Pierre Blanc, donc français producteur de musique. Vous êtes là depuis... Ça fait une bonne quinzaine d'années. Voilà, et vous représentez notamment M, et on y reviendra. Et enfin, Marie-Claude Lebel. Alors vous êtes québécoise. Vous avez séduit le public chinois avec votre groupe Mademoiselle et son orchestre. Ils sont là, on va les applaudir parce que grâce à vous, nous allons pouvoir danser un peu. Et c'est tant mieux. Voilà, alors donc on vous attend avec impatience. Alors on va peut-être commencer effectivement avec vous, Francis. Oui. Alors déjà, non, j'avais une question. Pardon, j'avais une petite question. Oui. Est-ce que c'est un atout d'être francophone quand on vit en Chine ou pas du tout? Qui veut commencer? Mais forcément, c'est un atout, indépendamment du point de vue d'où on le prend. C'est un grand atout d'être francophone. Et déjà, je dirais, en tant qu'Africain, je trouve que la langue française est en train de devenir pratiquement une langue officielle de communication dans la Chine-Afrique. Entre la Chine et l'Afrique. En Chine-Afrique. En Chine-Afrique. Oui. Attention, parce que vous savez que France-Afrique a une mauvaise connotation en France. Hein. Bon, oui, voilà, bien sûr. C'est pour ça que désormais on dit Chine-Afrique. Ça passe plus facilement, quoi. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis, en tant que francophone qui parle bien chinois, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, je suis trilingue. Je parle couramment, presque au niveau natif, le français, l'anglais, parce que le Cameroun est bilingue, et puis le chinois, sans parler les autres langues que j'ai apprises comme ça. Et vous savez, il y a une bonne blague qui m'est bien chère. Vous savez, quand vous parlez 3 langues, vous êtes trilingue. Si vous ne parlez que 2 langues, vous êtes bilingue. Si vous ne parlez qu'une seule langue, vous êtes français.
C'est peut-être un faux. Voilà. Chiara, est-ce que vous confirmez ou pas? Non. On va pas dire ça comme ça. C'est une blague, c'est une Voilà, blague. c'était C'est une bonne boutade. blague. Alors, on va faire un petit tour assez rapide parce qu'après, on doit danser, on va tout ça. On a beaucoup de choses à faire pour cette émission. Donc, Liam, est-ce que c'était un atout? Oui, je pense. Au niveau, très simple, j'allais même savoir parler, surtout d'être bilingue, mais savoir parler le français, ça aide beaucoup en apprenant le chinois. Je me rappelle la première fois que j'ai pris un cours de chinois, c'était avec des Anglais. Et puis, c'était le mot vert, lu. Voilà. C'est comme la lune. Vert, oui. Voilà. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Mais pour... les anglo-saxons. Voilà. En anglais, c'est U. Ce son, en fait, c'est assez difficile. Il n'existe pas en anglais du tout. Voilà. Ils ont tendance à dire you. Donc voilà. Alors le vert, souvent ça sort loup, quelque chose comme ça, qui n'est pas très correct. Donc, vous pouvez vous entraîner. Belle question pour vous. Est-ce que c'était un atout ou pas d'être francophone? Quand je suis arrivé, bien sûr, ça a été un très grand atout d'être français et de représenter la culture française, la musique. Donc, ma première fois, c'était en 2001 quand je suis arrivé en Chine. Et dès 2003, j'ai commencé à organiser des concerts en Chine, des festivals. Et c'est vrai que être français a une aura très très forte. Et ça nous a permis, et ça m'a permis de faire beaucoup de choses ici du fait d'être français. Parce que vous avez travaillé avec, vous avez monté l'équivalent, c'est ça, des transmusicales de Rennes? Exactement, les trans, en fait, c'est des trans en Chine. Donc c'était avec l'équipe des trans et on a monté c'était pour l'année France-Chine en 2005, les années croisées. On a monté le festival des transmusicales dans le parc Chaoyang. À Pékin avec Gotan Project, il y avait Saint-Germain, il y avait Daniel Waro, c'était absolument fantastique. C'était un peu la première fois que ça se passait, 20 000 personnes, donc c'était assez fantastique. Alors Marie-Claude, vous étiez donc à ce festival, parce que c'est vrai que ça fait... Oui, j'étais dans le public. Ah, dans le public, et vous êtes arrivé en 2002. 2002. Alors vous êtes un peu tombé en amour, alors au début pas de la Chine, mais après de la Chine, comment ça s'est passé? Oui, je devais rejoindre un amoureux rencontré à Montréal et il n'était pas là à mon arrivée. Donc j'ai rencontré la Chine et petit à petit, oui, je suis tombée amoureuse de ce pays et des habitants. Et voilà, et on voit ces belles photos où on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ouais. Et alors, vous nous faites le plaisir, Marie-Claude, de chanter de chanter et de jouer avec votre orchestre qui est venu. C'est Mademoiselle et son orchestre. Oui. Je vais vous laisser les rejoindre. Dès que vous êtes prêts, bonjour messieurs, eh bien, nous nous lançons pour mettre un petit peu de musique à Pékin dans ce tour du monde de la francophonie avec Marie-Claude, donc qui est québécoise et qui chante en français. Donc voilà, vous êtes prête? Eh bien, on vous applaudit et on vous écoute. Premier, c'était il y a longtemps, je croyais encore au prince charmant. Il était beau, il était grand, il avait les yeux pleins de printemps. Et même pas pour une autre, il m'a quitté. C'était le 14 février. Allez, dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons, c'est des cons. Ou allez, dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons, c'est des cons. Deuxième mériterait un trophée, c'est lui qui m'a déraciné. Voulez que je suive au bout du monde, aussi loin que la terre est ronde. 2 semaines avant que j'arrive, il m'a quitté. Faut vraiment être un enfoiré. Ou allez, dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons, c'est des cons. Ou allez, dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons, c'est des cons. Troisième à mon anniversaire, avait invité sa maîtresse. Une jolie rousse aux cheveux frisés, un tout petit manque de finesse. Et voilà mon amour, happy birthday. Faut vraiment être un beau salaud. Ou allez, dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons, c'est des cons. Ou allez, dis
garçons, c'est des cons. Allez, Mathieu! Dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Où on est dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Le quatrième, c'est pas fini. Il était parfait. Il était gentil, poli, charmant, souriant, doux et attentionné. Donc c'est moi qui l'ai quitté. Où allez dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Où allez dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Où allez dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Où allez dis maman, dis-moi donc, dis pourquoi les garçons c'est des cons. Et le prochain, tenez-vous bien, si c'est pas le bon, si c'est pas le bon. Et le prochain, et tenez-vous bien, je lui garde une place dans ma chanson. Bravo. E.T. and Fiat. Bravo, mademoiselle et son orchestre. Bravo à vous. Wow. Voilà, la musique, en fait, n'a pas besoin de la traduction, comme l'amour n'a pas de frontières. Voilà. Mais pourquoi vous avez décidé Bravo. de chanter qu'en français? Pourquoi? Parce que vous pourriez chanter en chinois. Vous parlez très très bien chinois, j'ai pu le constater. Ouais, je sais pas, c'est peut-être le côté québécois de survie, parce que bon, au Québec, c'est un peu une raison, c'est notre identité. Ouais. Et j'avais l'impression qu'en étant au bout du monde, peut-être de continuer à faire vivre le Québec et de dire aux gens qu'au Canada, il y a aussi un peuple, une communauté qui parle français. Et que c'était important d'avoir des voilà, chansons en français. J'avais pas envie de faire la pop chinoise. Ça aurait été facile de faire les plateaux télé en faisant de la musique chinoise. C'est ce qu'ils aiment bien, les Chinois. Ouais. Mais bon, Voilà, j'ai donc, lu. elle défend le français. Personnellement, j'adore le titre de cette chanson. Oui, mais vous sentez concerné, non, Parce Francis? que nous, tous les garçons, sommes concernés par ce titre. C'était pour vous. Et puis, ça me rappelle un peu Patricia Cass, lorsqu'elle dit mon mec à moi, il me parle, il me raconte des histoires. C'est à peu près dans le même style. Et ça, c'est adorable. Voilà, oui, mais ça swing. Alors, Liam, juste, vous aussi, vous sentez une petite mission de faire découvrir la Suisse aux Chinois? Ouais, absolument. Je crois que la Suisse, c'est tout petit comme pays, mais c'est quand même assez bien connu en Chine, mais c'est connu pour les montres. Les montres. Et moi, je suis là comme Suisse. Sans montre. Sans montre. Voilà. Et alors, je travaillais aussi dans la télévision pendant plusieurs années, et je crois qu'on avait fait beaucoup d'émissions, mais la meilleure chose qu'on avait fait, c'est on a passé 2 semaines en Suisse avec... pour la télé chinoise, en fait, on a filmé, je crois que c'était 8 fois 30 minutes sur la Suisse, et c'était sur des sujets, disons, pas tellement typiques. On n'a pas fait le chocolat, le fromage, les montres. On a fait quelque chose sur l'armée en Suisse, ce qui est intéressant, comme c'est un pays neuf. Voilà, mais on a quand même le service militaire en Suisse encore maintenant. On a fait quelque chose sur... Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en Chine? Alors, c'est le kung-fu, je crois, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rester? Voilà, c'est ça. Moi, je suis venu ici pour le kung-fu. Pour le kung-fu. Ouais. Ça fait longtemps. Il y a 13 ans, je suis venu en Chine pour le kung-fu. Mais je suis resté parce que
c'est un pays qui change tellement vite. Ouais. Et c'est 180 degrés, pardon, 180 degrés à la Suisse. Ce qu'on a chez nous. Moi, j'ai grandi dans un village où on a plus de vaches que de personnes, que d'êtres humains. Et puis là, tout à coup, il n'y a que des personnes. Voilà, je suis arrivé à Pékin et puis on est comme ça. Mais j'adore ça. Ça change tellement vite. Les premières 8 semaines, quand je suis venu en Chine, en fait, je me rappelle, il y avait un bâtiment à côté d'où j'habitais. Et puis, ils l'ont démoli. Et puis, quand je suis parti, 8 semaines après, il y avait un nouveau bâtiment qui était fini. En Suisse, mais c'est 5 ans, 6 ans pour détruire et construire un nouveau bâtiment. C'est incroyable. Donc tout va très très vite. Pierra, alors on va peut-être écouter juste quelques secondes parce que le temps file. Donc on va juste écouter quelques petites secondes de ce titre que vous avez produit avec M, qui est un chanteur très connu en France, c'est M, Mathieu Chédid. Donc on écoute Détache-moi. Détache-toi. Parce que tu as peur. 是夸大，电视本来就没有什么可怕。C'est dans ta tête, c'est parce que tu as peur. 有一天会离不开它。Voilà, détache-toi, Pierre Ablan. Est-ce que c'est simple de faire connaître des artistes comme M? Non, c'est pas simple. Ça demande du travail, de la communication, de sensibiliser le public. Surtout que Mathieu chante en français, donc il est vrai que on touche un public qui est avant tout, qui parle chinois avant tout, et qui considère le rock plutôt quand il est en anglais. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de sensibilisation, de diffusion. Mathieu a cette capacité d'être un artiste absolument phénoménal sur scène et d'avoir ce langage qui est celui de la musique, qui fait que la langue en fait passe en deuxième plan. C'est un instrument. Et c'est vrai que les plusieurs fois, on a fait 3 tournées en Chine et en Asie. Il a eu un succès énorme et de ce fait-là, il a acquis une sorte de petit nom auprès du public. Et voilà, donc c'est un travail de développement. Un travail de développement. Il n'y a pas le même phénomène que la K-pop, par exemple? Non, on est sur un format totalement différent de la K-pop qui est quelque chose de viral. En Chine et qui touche tout le public, la jeunesse. Non, ça n'a rien à voir. On est sur un autre domaine artistique et sur d'autres réseaux total. On n'est pas sur du tout... Là, on touche vraiment des gens qui viennent écouter de la musique pour la musique. La K-pop, on va être sur quelque chose de plutôt mainstream qui passe dans un téléphone, qui sort dans l'autre. Oui, c'est vrai qu'on pense à la K-pop parce qu'il y a quelques minutes seulement, nous étions en direct de Séoul pour le tour du monde de la francophonie. C'est vrai que la K-pop est un mouvement musical qui a envahi la Chine, mais aussi toute l'Asie. Et là, nous allons pas aller à Séoul, mais nous allons aller à la prochaine étape. Nous allons donc retrouver Isabelle Malivoire qui est en direct du Cambodge et tout est prêt chez elle. Donc voilà, Isabelle Malivoire qui est avec nous en direct de Phnom Penh. Bien sûr, tout est prêt ici à Phnom Penh. Alors il pleut à seau d'eau, comme on dit ici au Cambodge, mais c'est un risque à prendre. Oui, Estelle, tout est prêt ici. Alors bien sûr, le temps n'est pas avec nous parce qu'il pleut à seau d'eau, mais c'est normal, c'est la mousson, c'est la saison des pluies, c'était à prévoir, on a pris le risque, mais nous sommes très heureux de vous avoir ici, tout ça à Phnom Penh, et de rentrer dans cette grande boucle du tour de monde de la francophonie. Mes invités sont prêts, ils sont là, et on vous retrouve tout à l'heure au Cambodge avec un énorme plaisir. Quelle est la question? Ah ouais, Très bien. C'est très excitant. Voilà, donc on retrouve Isabelle Malivoire, elle est avec nous en direct de Phnom Penh, qui est la prochaine étape donc, de ce tour du monde de la francophonie. Isabelle, vous êtes prête? C'est bon pour Paris, là? En fait, il y a un décalage entre...
Voilà, merci. Au revoir Isabelle. Voilà, c'est les aléas du direct. En fait, voilà, vous serez en direct avec Isabelle dans très peu de temps, donc pour Phnom Penh. Francis, un petit mot parce que là, bientôt, c'est la fin de cette escale chinoise. Très dommage que ce soit la fin. Hein. Alors oui, je voulais dire, c'était un véritable plaisir sur Toronto tout francophone. Vous savez, le monde francophone en Chine est un monde assez proche. J'ai failli dire, je ne vais pas dire restreint, mais il est assez proche. On se connaît pratiquement tous et on est constamment ensemble. Mais en plus, je suis très impressionné par un concept philosophique que j'ai appris en Chine et qui s'approche de notre concept traditionnel dans mon pays, au Cameroun, chez les Bantous, à savoir ce qu'on appelle en chinois He Wei Gui, He Bouton, qui veut dire l'essentiel dans le rassemblement, mais dans l'harmonie dans la différence. Voilà, on va vite finir en musique parce que c'est la fin de cette escale pékinoise avec ce magnifique dicton de Francis. Voilà, alors elle met son accordéon et on y va. Donc voilà, c'est la fin de cette escale pékinoise, mais pas du tout la fin du tour de la francophonie. Continue, vous avez rendez-vous avec Isabelle Manivoire à Phnom Penh. Merci à vous, au revoir, merci.